parole est à Monsieur Lucien Stanzione. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, jeudi dernier, 6 février, lors de l'examen en séance publique du projet de loi d'orientation agricole, vous avez rejeté mon amendement visant à inscrire l'accélération et la massification de la diffusion des innovations culturelles agroécologiques dans la loi. Vous avancez pour cela le fait que des ressources et des programmes sont déjà à l'œuvre dans la recherche et l'accompagnement de nos producteurs aux pratiques agroécologiques. Si vous avez raison de soutenir ces initiatives, permettez-moi de me poser des questions sur le fait que ce soit suffisant. Certes, des bases de données existent sur les alternatives aux produits phytosanitaires, mais cela ne constitue en rien une garantie que les agriculteurs s'en emparent, encore moins à l'échelle de tout le territoire français. Comment passer de l'engagement de 3000 de nos exploitations dans le réseau DEFI à une généralisation de ces pratiques au niveau des 400 000 exploitations françaises? Comment cela est-il possible sans une volonté et des moyens déployés et pilotés par l'État lui-même? Vous me disiez n'avoir aucune idée du budget qui pourrait être consacré au Parsada pour 2025. Pourtant, sans mise en place de stratégie et de moyens financiers suffisants pour y parvenir, rien ne changera, en tout cas rien à l'échelle de nos 400 000 exploitations. Or, c'est là que se trouve l'enjeu majeur de cette transition, dans la diffusion et la généralisation des pratiques agroécologiques à l'ensemble du territoire. Les défis climatiques ne pourront être relevés par un engagement partiel ou des initiatives trop isolées. Quels moyens comptez-vous donner à cette mobilisation? Comment comptez-vous l'accélérer? Comment assurez-vous la diffusion des données et le fait que les agriculteurs s'en emparent sur l'ensemble du territoire français? En définitive, Madame la Ministre, quelle est la stratégie de votre ministère dans le domaine? Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, le gouvernement partage pleinement votre préoccupation de faciliter l'émergence et la diffusion des solutions dans le cadre de projets de recherche expérimentale et déploie d'ores et déjà des actions d'une ampleur sans précédent. Dans le cadre de la programmation nationale de développement agricole et rural 2022-2027, les programmes portés par les chambres d'agriculture, les organismes nationaux à vocation agricole et rurale, ONVAR, où les instituts techniques et de recherche s'inscrivent pleinement dans la recherche de ces objectifs. Cette programmation constitue le cadre stratégique de développement et de massification que vous demandez, dont l'enseignement agricole est un partenaire incontournable. Mais c'est aussi en particulier la stratégie Écophyto 2030, publiée le 6 mai 2024, qui traite plus globalement de la sobriété d'usage en produits phytopharmaceutiques et de la massification des bonnes pratiques. L'axe numéro 1 de cette stratégie Écophyto, le Parsada, a été lancé afin de mieux se préparer au retrait potentiel de substances actives menacées au niveau de l'UE, en recherchant et en déployant des solutions alternatives chimiques et non chimiques. L'objectif est de donner de la visibilité dès maintenant aux agriculteurs, ce qui manque précisément pour la viticulture avec le pledge dont nous venons de parler. Un financement de 143 millions a été engagé en 2024 sur des projets de recherche et il se poursuivra en 2025 conformément à ce que j'ai souhaité. Enfin, un dispositif de France 2030 intitulé « Prise de risque amont, aval et massification visant à réduire l'usage de produits phytopharmaceutiques sur les exploitations agricoles », dite PRAM, est mis en place. Il vise à inciter au développement et à la mise en œuvre de systèmes de pratiques de protection des cultures reposant sur l'utilisation de combinatoires de leviers déjà éprouvés via l'accompagnement. Alexandre Ouizouille. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je ne m'habitue pas aux drames ni aux difficultés qui les entourent. Or, dans l'Oise, en ce moment, il y a un drame qui se joue, c'est la disparition d'un certain nombre de lignes industrielles et d'emplois industriels. Et j'ai, en vous parlant ce matin, une pensée pour tous ces salariés, ces employés, ces ouvriers et ces cadres qui en souffrent. Il y a aujourd'hui chez le sous-traitant automobile Forvia à Méru un plan qui est en cours. Il y a à Beauvais, dans la machinerie agricole, chez ACCO, chez Jima, un plan qui est en cours. Il y a dans la chimie, chez moi, à Trollibreuil, à Velchem-Lamotte, l'entreprise Velchem-Lamotte,
un plan qui est en cours. Chez Chemours, à Villers-Saint-Paul, un site qui devait accueillir 200 millions d'euros d'investissements supplémentaires dans l'année et qui finalement va fermer. Il y a Akzo Nobel qui est à Montataire avec un plan social qui est en cours alors que c'est un des numéros 1 mondiaux du revêtement et de la peinture. Il y a aussi à Creil et à Verneuil-en-Alate, chez Stocomanie, qui est une marque bien connue, un plan qui est en cours. Et donc ma question, elle est simple. Face à tout cela, que peut le gouvernement? Je vous pose 3 questions. La première, c'est à quand une politique industrielle qui nous permettra d'avoir des clauses de conditionnalité territoriale telles que les Américains en font avec l'Inflation Reduction Act? Premier point. Deuxième point, quand est-ce que nous allons rénover nos outils anti-dumping? Il y a chez Velchem-Lamotte une demande qui a été faite il y a 24 mois d'instruction. Comme me disait le dirigeant, 24 mois d'instruction, on a le temps de fermer 3 fois. Et puis dernier point, quelle est la stratégie de l'État dans ces PSE que l'État doit homologuer? Comment comptez-vous protéger au mieux ces salariés qui sont touchés? Je vous remercie. Madame la ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Alexandre Wizy, vous interpellez le gouvernement sur la situation de l'industrie dans l'Oise. La liste des entreprises citées recouvre des cas très différents et des réponses spécifiques sur lesquelles travaillent mes collègues Éric Lombard et Marc Ferracci. Vous citez le cas de la cession à venir d'Opella par Sanofi qui dispose d'une usine à Amiens. Le gouvernement a été très actif en obtenant un accord exigeant avec un engagement de maintien des sites de production, notamment du site de Compiègne, avec une trajectoire de croissance de l'emploi en France. 70 millions d'euros d'investissement sur 5 ans sont prévus, ainsi que les volumes de production minimaux pour les produits sensibles, notamment le Doliprane. Nous avons souhaité et obtenu l'entrée de BPI France au capital d'Opella, afin de disposer d'un droit de regard sur la stratégie d'entreprise et d'y faire valoir nos intérêts au service de notre souveraineté. Aussi, la nature de cette opération et les engagements obtenus de la part de Sanofi et CDR ne se justifiaient pas un refus de l'opération via l'activation de la réglementation IEF. Au-delà de ce cas particulier, l'ambition du gouvernement est d'agir sans relâche pour la reconquête industrielle de nos territoires. Depuis 2017, nous avons fait des progrès considérables sur l'attractivité, la compétitivité et les emplois. 130 000 emplois créés dans l'industrie et nous avons continué en 2024 à ouvrir plus d'usines qu'à en fermer. Il y a eu 36 usines ouvertes en net au premier semestre 2024. Cela ne doit pas cacher les difficultés, notamment pour les secteurs de la chimie, de l'automobile et de l'acier, pour lesquels nous déployons des plans d'action au niveau national, mais également européen. Le rôle de l'État est d'accompagner les chefs d'entreprise en amont des difficultés pour trouver des solutions visant à pérenniser les activités et l'emploi à chaque fois que cela est possible. Pour cela, notre action repose sur celle du CIRI, de la DIR et des CRP qui accompagnent près de 4000 entreprises par an. Monsieur le sénateur, soyez certain que le gouvernement sera toujours à vos côtés pour agir au service de l'industrie de la nation. Marc Ferracci reste à votre disposition pour plus de réponses. Merci. Monsieur Wizy. D'un mot, merci pour vos précisions sur Opella. La question était un peu ancienne, parce qu'il y a eu des changements de gouvernement, ça n'a échappé à personne. Mais vous avez apporté en effet des réponses, même si la question du socle social reste posée. Mais vous voyez que les sujets continuent à s'empiler. Et donc, il y a vraiment le besoin d'une réponse plus forte sur l'ensemble de ces entreprises, l'ensemble de ces points. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Lauriane Josende. Monsieur Patrice Joly, auteur de la question. Oui, en effet, donc j'interviens à la place de Patrice Joly, sénateur de la Nièvre, mais vous savez, dans la Creuse et dans la Nièvre, Monsieur le ministre, la problématique de l'offre sanitaire est identique. Dans la Nièvre, le système hospitalier, en particulier les services d'urgence, traverse depuis des mois des difficultés majeures, compromettant gravement la prise en charge des patients et mettant leur vie en danger. Les exemples de défaillance sont nombreux et se répètent sans cesse, mois après mois, année après année, donnant lieu à des situations de plus en plus dramatiques, dont certaines ont malheureusement conduit à la perte de vie humaine parmi les Nivernais. Le dernier exemple récent remonte il y a un mois. Un homme de 82 ans, suspecté d'un AVC, a été transporté en urgence à l'hôpital de Cosne-sur-Loire après la fermeture des urgences à Nevers et l'incapacité de celle de Decize à l'accueillir. Ce qui aurait dû être une prise en charge rapide et vitale s'est transformé en un enchaînement de défaillances. Cet homme ne doit son salut qu'à la ténacité de sa famille, qui lui a fait parcourir 70 km, soit plus d'1 heure de route pour atteindre l'hôpital de Moulins. Là, il a enfin été diagnostiqué d'un AVC, mais trop tard pour bénéficier du traitement thrombolytique. Cette situation, hélas, loin d'être isolée au regard des nombreux témoignages similaires rapportés, soulève de nombreuses interrogations quant à la capacité du système de santé à répondre aux besoins urgents
des Nivernaises et des Nivernais. Ainsi, ma question est simple. Quelles mesures le Gouvernement envisage pour améliorer l'accès aux soins d'urgence dans la Nièvre, en particulier dans les établissements hospitaliers de Cosne-sur-Loire, de Nevers, de Decize et de Clamecy, et pour garantir que chaque patient puisse bénéficier d'une prise en charge adaptée, rapide et sécurisée? Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Lozach, j'ai bien compris que vous repreniez la question du sénateur Joly. La situation que vous décrivez est malheureusement dramatique, pas acceptable. Je la distingue sur deux sujets. Tout d'abord, il y a parfois la régulation. Il ne faut pas que le temps d'attente téléphonique soit trop long parce que dans certains nombres de pathologies, vous avez parlé de l'accident vasculaire cérébral, mais je peux vous parler de l'infarctus du myocarde. Le délai de prise en charge conditionne la prise en charge du patient et conditionne son pronostic. Dans le cas que vous évoquez, effectivement, nous avons saisi l'Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté, d'avoir effectivement saisi les établissements concernés, notamment le centre hospitalier de Nevers et le CHU Bourgogne-Dijon, pour justement revoir effectivement la filière de prise en charge des accidents vasculaires cérébraux, pour permettre à tout patient d'être dans des délais raisonnables afin de bénéficier d'une thrombolyse, voire d'une thrombectomie. Vous savez qu'on peut aller chercher le caillot dans le cerveau du patient. Concernant la meilleure façon de faire et quelles sont les mesures à faire, je pense que c'est encore là, je pose mes fiches, c'est des mesures de bon sens, c'est-à-dire que nous avons besoin de former plus. Ça va faire écho à ce que je dis globalement ce matin ici. Nous avons besoin de plus de soignants, de plus de médecins. Donc, pour former un médecin, il faut 10 ans, donc il faut qu'on puisse récupérer tout ce qui nous permet d'accélérer les choses. C'est le pouvoir d'avoir davantage de docteurs juniors sur les territoires pour pouvoir faire le diagnostic au domicile ou aux patients. C'est de pouvoir avoir davantage de praticiens diplômés hors Union européenne, mais qui font tourner nos hôpitaux. C'est de pouvoir rapatrier nos étudiants qui étudient à l'étranger pour qu'ils puissent faire leur internat en France. Et c'est de pouvoir former globalement plus, beaucoup plus que ne le fait le numerus apertus. C'est toutes ces mesures qui permettront de restaurer la confiance et l'amélioration des filières de prise en charge. En tout cas, je vous tiendrai informé sur les renseignements que nous avons demandé à l'ARS Bourgogne-Franche-Comté. Très bien, Monsieur le Ministre. Monsieur Lozach. Oui, merci. Oui, Monsieur le Ministre, face à cette situation, il est de notre devoir de ne pas nous résigner. Il est de notre devoir d'agir, d'analyser en profondeur les défaillances de notre système de santé et de trouver des solutions durables. Comme le disait Nietzsche, faire une chose de la même manière et s'attendre à un autre résultat, c'est une forme de lâcheté. Alors ne soyons pas lâches, il est temps de ne plus fermer les yeux sur la répétition incessante des mêmes erreurs. Nous devons agir sans délai pour apporter des changements concrets et garantir à chaque Nivernais un accès aux soins qui respecte leur dignité et tout simplement leur vie. Merci. La parole est à Monsieur Christian Redon-Sarrazy. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, comme il est désormais de coutume depuis plusieurs années, la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, ligne POLT, va être impactée par de nouvelles suppressions de tous les trains de la journée, je dis bien de tous les trains de la journée, entre 9h30 et 17h30, à partir du mois de mars, en raison de la fermeture donc totale de la ligne pour travaux jusqu'en janvier 2026. Cela risque naturellement d'entraîner un report des flux de voyageurs sur les trains restants du matin et du soir, alors que ces derniers mois, le service s'est déjà fortement dégradé. Il faut savoir que ce que la SNCF qualifie aujourd'hui du service normal en janvier et février, c'était entre 2 et 4 allers-retours supprimés sur 10 quotidiennement, ce qui est déjà insupportable. Qu'une réduction supplémentaire du nombre de trajets soit envisagée d'ici quelques semaines, sans mesure de substitution proposée aux habitants des départements traversés par cette ligne POLT, serait tout simplement catastrophique pour l'équilibre économique et la dynamique de ces territoires, et notamment pour le département de la Haute-Vienne. Je rappelle que pour l'heure, pour les Hauts-Viennoises et les Hauts-Viennois, il n'y a aucune alternative en termes de transport public collectif à la fermeture partielle de cette ligne POLT. Les liaisons vers le TGV Ouest sont interrompues entre Limoges et Angoulême et très fortement dégradées sur la ligne Limoges-Poitiers. Les élus et les milieux économiques de mon département demandent ainsi si le rétablissement des vols Limoges-Paris, qui eux aussi ont été supprimés pour faire face donc à la fermeture programmée de la ligne Paris-Limoges, sont possibles. Madame la Ministre, l'État est-il prêt à s'engager pour compenser cette rupture de desserte et financer ces liaisons aériennes de remplacement ?
Madame Valérie Létard, ministre en charge du logement. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Christian Redon-Sarrazy. Mon collègue Philippe Tabarot ne peut être présent, mais je vais vous répondre évidemment. D'abord, je vous précise que les travaux programmés d'avril 2025 à janvier 2026, comme vous le savez, sont indispensables pour la modernisation de cette ligne. Pour minimiser l'impact sur les voyageurs, le gouvernement a veillé à maintenir des dessertes ferroviaires aux heures de pointe du matin et du soir. S'agissant de votre demande de rétablissement d'une liaison aérienne entre Limoges et Paris, comme solution de substitution, la Direction générale de l'aviation civile a étudié en détail les différentes options possibles. Néanmoins, plusieurs obstacles juridiques et pratiques doivent être pris en compte. Premièrement, les obligations de service public sur cette liaison sont aujourd'hui éteintes et devraient être entièrement redéfinies pour s'adapter aux besoins spécifiques de cette période de travaux. Deuxièmement, le calendrier très contraint ne permet pas de lancer une procédure classique de délégation de service public qui nécessiterait plusieurs mois de procédure. Toutefois, une solution alternative est actuellement à l'étude, la possibilité d'une exploitation commerciale sans subvention qui pourrait être mise en place plus rapidement. Nous travaillons avec les acteurs concernés pour définir un programme de vol adapté et étudier les différentes options de soutien possibles dans le respect du droit européen. Le ministre des Transports et ses services restent pleinement mobilisés pour accompagner les collectivités territoriales dans la recherche d'une solution permettant d'assurer au mieux la connectivité du territoire pendant cette période de travaux, tout en respectant le cadre juridique et budgétaire qui s'impose à nous. Voilà, monsieur le sénateur, la réponse que je pouvais vous donner. Merci, monsieur Redon-Sarrazy. Oui, merci Madame la Ministre. Je vous remercie pour ces éléments de réponse, mais je voudrais tout de même insister à nouveau sur la question de l'aménagement du territoire et les projets de l'État en la matière. Si des situations comme celles que je vous exposais ce matin sont devenues récurrentes, c'est parce que le problème de l'enclavement de la Haute-Vienne, comme d'autres territoires, n'a toujours pas été résolu en dépit des inlassables alertes émises par le parlementaire. Cet enclavement pénalise tout un territoire. Je vous donne un exemple. Dans son rapport sur la pertinence de la création d'une nouvelle école vétérinaire à Limoges, le CGER émettait des réserves quant au choix de Limoges en raison du manque de desserte ferroviaire. À la soutenir, je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Jean-Jacques Michaud. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je souhaite vous interroger suite au débat qui a eu lieu dans notre hémicycle du Sénat le 14 janvier dernier sur les territoires d'industrie. Monsieur le ministre de l'Industrie y a alors affirmé son soutien au dispositif territoire d'industrie ainsi que sa volonté de reconduire le dispositif rebond industriel. Je veux insister sur les besoins en financement qu'il est nécessaire d'allouer spécifiquement aux territoires d'industrie dans un contexte où les ressources publiques sont de plus en plus limitées et alors que notre pays dispose enfin d'un budget pour 2025, il est primordial dans le domaine de la réindustrialisation de flécher un maximum de financement disponible sur les territoires d'industrie, sachant que l'État les a sélectionnés précisément pour leur potentiel industriel. Dès lors, ces espaces économiques devraient pouvoir bénéficier d'un traitement particulier, notamment en matière de soutien aux investissements structurants des PME industrielles. Dans cette perspective, ne serait-il pas souhaitable de s'inspirer du dispositif rebond industriel qui a fait la démonstration de son efficacité et allouer un budget à chaque territoire d'industrie géré en concertation entre les services déconcentrés de l'État, l'Agence nationale de cohésion des territoires et la gouvernance locale de ces territoires d'industrie. Pouvez-vous donc me préciser, Madame le Ministre, les financements qui seront fléchés par l'État pour les territoires d'industrie afin de renforcer leur compétitivité et de soutenir leur développement industriel? Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jean-Jacques Michaud. Je vous remercie pour cette question adressée à mon collègue Marc Ferracci au sujet des territoires d'industrie
et votre engagement en leur faveur. Pour rappel, ce programme représente 2 millions d'emplois industriels et réunit à date 630 intercommunalités. Et je salue l'implication et particulièrement celle du président des intercommunalités de France, Sébastien Martin, dans la stratégie industrielle de la France. Lancé en 2018 et confirmé dans sa phase 2 en 2023 par le président de la République, ce dispositif cofinance notamment un réseau de chefs de projet chargé d'animer la gouvernance des projets en lien avec les élus et les industriels. Depuis 2023, 153 chefs de projet y contribuent pour un soutien de près de 7 millions d'euros. Dans le même temps, le programme peut également s'appuyer sur l'ANCT grâce à son budget d'ingénierie à hauteur de 2 millions d'euros pour des projets plus complexes. L'an passé, par exemple, cet appui a permis d'accompagner la structuration d'une filière bois dans le Lot, la requalification de fonciers à 7 ou encore permettre à 8 territoires d'industrie de valoriser les métiers industriels. Enfin, le temps 2 de territoire d'industrie a aussi été lancé dans une optique de transition écologique. C'est pourquoi le programme s'est vu abondé de 60 millions d'euros de fonds verts afin de soutenir des projets vertueux pour l'environnement. Je pense là à l'industrie biosourcée, à l'économie circulaire et du réemploi, ainsi qu'aux projets de relocalisation pour réduire l'empreinte carbone d'une production. Plus de 160 dossiers d'investissement ont ainsi été recensés sur ces crédits et généreront près de 780 millions d'euros d'investissement privé et la création de 2600 emplois. Vous l'aurez compris, monsieur le sénateur, ce programme permettant aux élus et aux industriels d'accompagner l'industrie au niveau local porte ses fruits. L'État continuera de le soutenir afin de poursuivre la réindustrialisation de nos territoires. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Hélène Conway-Mouret. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Je suis régulièrement saisie par des conseillers des Français de l'étranger, dont je salue ici l'engagement sur le terrain et que vous connaissez bien, qui me relaient l'impasse administrative dans laquelle se retrouvent certains de nos compatriotes confrontés à un refus de certificat de nationalité française appelé CNF. Votre ministère est au fait de cette problématique puisqu'il a adressé 2 instructions en 2022 et 2024 à nos consulats, rappelant notamment que la présentation d'un titre valide ou périmé depuis moins de 5 ans et ne présentant aucun signe manifeste qu'il ait été délivré par erreur suffit pour prouver la nationalité française du demandeur et ne pas exiger de CNF, quel que soit l'acte demandé. De toute évidence, cela n'a pas résolu le problème puisque la présentation d'un CNF est toujours exigée dans le cadre de simples démarches administratives comme le renouvellement d'un titre d'identité, de voyage ou la transcription d'un acte d'état civil. Alors, de nombreux usagers qui possèdent pourtant la pleine et entière nationalité française se lancent dans une démarche longue et complexe auprès du tribunal judiciaire pour obtenir cette preuve de nationalité. Beaucoup se heurtent à un refus pour des motifs purement formels, comme l'oubli de joindre un document ou de cocher une case. Les statistiques d'ailleurs du ministère de la Justice montrent que le taux de refus est passé de 69 à 80% entre 2018 et 2023. Or, dans plusieurs circonscriptions consulaires, nous observons qu'un refus de CNF peut avoir des conséquences dramatiques telles que la radiation du registre et de la liste électorale ou pire, le retrait d'un titre d'identité ou de voyage. Je pense à cette mère de famille en Inde, française par filiation, dont le renouvellement de passeport a été refusé suite à un refus de CNF et qui risque, avec toute sa famille, de se retrouver en situation irrégulière dans son pays de résidence, l'Inde ne reconnaissant pas la double nationalité, et ce n'est malheureusement pas un cas isolé. Monsieur le ministre, votre ministère ne dispose d'aucune donnée chiffrée sur le nombre de CNF sollicités par les postes consulaires. Ne serait-il pas temps de mettre en place un indicateur qui lui permettrait d'avoir une vision globale des pratiques dans nos consulats et d'éviter ainsi que certains procèdent à une demande systématique de CNF qui suscite le désarroi d'usagers dont la qualité de français ne fait aucun doute. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre délégué chargé du commerce extérieur et des Français de l'étranger. Merci Monsieur le Président. Madame la sénatrice Hélène Conway-Mouret, vous posez d'abord la question effectivement des statistiques. Alors il n'y a pas de statistiques globales qui recensent ce nombre de CNF. En revanche, comme c'est le tribunal judiciaire de Paris qui est la juridiction compétente pour instruire ces demandes, on peut se fier effectivement au nombre de CNF qui sont demandés par cette catégorie et en faire un certain nombre de statistiques. Et ces statistiques, elles démontrent une baisse significative du nombre de ces demandes de CNF initiées par les Français nés établis hors de France. Elles sont passées de 20 280 demandes en 2018 à 7 917 demandes en 2023.
Et en parallèle, le nombre de refus, lui, augmente de 68% en 2018 à 81% en 2023. Démonstration faite que ces demandes de CNF sont bien justifiées. Ceci étant dit, vous avez raison, et une note diplomatique qui a été rédigée conjointement par le service central d'état civil et le centre de titres d'identité et de voyage, qui a été intitulée « Appréciation de la nationalité française dans le cadre d'une démarche consulaire », a été adressée le 6 décembre dernier à l'ensemble du réseau des ambassades et des consulats. C'est une note qui permet de distinguer les usagers titulaires d'éléments de possession d'état de français consolidés et ceux qui ne peuvent pas le justifier, pour pouvoir demander au poste de ne pas remettre en question la nationalité française des personnes qui relèvent de la première catégorie, à moins bien sûr d'être confrontés à un doute sérieux qui pourrait nécessiter cette vérification. Et ces postes sont invités à se livrer, avant d'exiger la production d'un CNF, à une analyse de la nationalité de l'usager relevant donc de la seconde catégorie. Pour cela, il faut l'interroger sur sa situation pour éliminer des cas de perte automatique et solliciter des pièces complémentaires en interrogeant les services centraux que j'ai cités. Et c'est donc à l'issue de ces vérifications, si la nationalité française de l'usager n'est pas clairement établie, que le poste doit solliciter un CNF et pas autrement. Il a donc été demandé, notamment aussi aux élus, de porter à la connaissance de la direction des Français à l'étranger et du SCEC les cas qui leur seraient soumis, afin de permettre une intervention de l'administration centrale le cas échéant. Merci. La parole est à monsieur Christophe Chailloux. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, permettez-moi d'attirer votre attention sur la problématique des armes fabriquées à l'aide d'imprimantes 3D, dites armes fantômes, aujourd'hui intraçables, contrairement aux armes manufacturées. Il y a un an, en février 2024, l'unité cyber de la Gendarmerie nationale a annoncé le démantèlement d'un vaste réseau de trafic de pièces fabriquées à l'aide d'une imprimante 3D, permettant l'assemblage d'armes à feu entre la France et la Belgique. Il s'agit d'une première en France et cela doit nous alerter sur la rapidité de l'évolution de cette technologie qui frappe d'ailleurs un certain nombre de pays. On l'a vu aux États-Unis avec l'assassinat d'un grand chef d'entreprise en décembre dernier. Il est aujourd'hui possible, avec l'aide d'une imprimante 3D que chacun peut se procurer, à des conditions assez simples, de fabriquer puis d'assembler une arme dite fantôme. L'imprimante est capable de créer, à l'aide de plans disponibles gratuitement et facilement sur Internet, des pièces en plastique comme la crosse, la gâchette, les chargeurs et certains types de munitions. Il est aussi possible de manufacturer des armes lourdes. À titre d'exemple, dans le Var, un pistolet mitrailleur tirant en rafale des cartouches traditionnelles de 9 mm a été saisi, fabriqué à partir d'une imprimante 3D. La facilité avec laquelle chacun peut accéder aux imprimantes 3D, aux plans de fabrication d'armes à feu, sur Telegram, puis les envoyer à lettre de Winstead, sans permis, ni numéro de série, ni traçabilité, est particulièrement préoccupante. Il nous semble donc indispensable de mettre en place des mesures urgentes permettant d'endiguer ces nouvelles pratiques qui, dans un contexte national marqué malheureusement par la prolifération de l'utilisation des armes sur l'ensemble du territoire, mettent sans aucun doute en péril la sécurité nationale. Madame la ministre, quel est le point de vue du gouvernement sur cette problématique et le cas échéant, quels sont les moyens et les mesures que vous comptez, avec le gouvernement, mettre en place pour endiguer ce phénomène afin de mettre un terme aux armes dites fantômes? Merci. La parole est à Madame Sophie Primas, ministre déléguée, porte-parole du gouvernement. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Christophe Chailloux, votre constat est parfaitement lucide. La fabrication additive d'armes à feu est désormais une menace extrêmement sérieuse. Vous citez le démantèlement d'un réseau à Marseille en février 2024 par la Gendarmerie nationale. Vous avez là une partie de la réponse à vos préoccupations. Les services de police et les unités de gendarmerie sont présents sur l'ensemble du spectre des trafics d'armes et déploient des savoir-faire qui sont reconnus sur le terrain comme dans le cyberespace. J'ajoute bien sûr à cette mobilisation la douane. Le constat actuel conduit toutefois à penser que le phénomène demeure contenu. D'abord parce que certains freins technologiques limitent toujours à moins de gros investissements les possibilités de fabrication. Ensuite parce que l'acquisition d'armes manufacturées reste malheureusement beaucoup plus simple pour les criminels, qu'elles soient acheminées par les filières du trafic ou issues de cambriolage de particuliers ou d'armureries.
À notre dispositif opérationnel en place s'ajoute une réglementation stricte. La fabrication d'armes à feu relève de la profession d'armurier. Celui qui fabrique sans avoir ce statut tombe donc sous le coup de la loi, que l'arme soit manufacturée ou qu'elle soit imprimée. Pour aller plus loin, nous envisageons de pénaliser la fabrication, la possession et la cession par toute personne non armurier de fichiers informatiques présentant le plan de fabrication d'une arme 3D. Les discussions sont d'ailleurs engagées avec le ministère de la Justice ainsi que les instances européennes dans le cadre de la prochaine directive sur l'uniformisation des infractions pénales entre États membres. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Thierry Cozic. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. La question de l'insécurité dans les transports en commun est une préoccupation de plus en plus prégnante dans nos villes. Et d'ailleurs, c'est une problématique que le précédent gouvernement avait déjà identifiée. En effet, conscient de cet enjeu, l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait décidé d'une offensive contre les incivilités en promettant dès 2022 la création de 77 nouvelles unités dédiées à la sécurisation des transports, soit 2000 policiers et gendarmes supplémentaires, dont 37 brigades de sécurisation des transports en commun, les BSTC, dans les villes moyennes, dont la ville du Mans. Ces renforts étaient supposés être mis en place à terme au printemps 2024. La création d'une telle brigade aurait permis la sécurisation des transports en commun au Mans et permis de renforcer les nombreux contrôles et opérations de sécurisation menées quotidiennement. C'est important, voire essentiel, dans une ville comme Le Mans, qui est un véritable carrefour de flux d'usagers entre le TGV, les lignes de bus et le tramway. Il en va du bien-être et de la sécurité des usagers, comme avait pu le dire M. Darmanin, qui s'était engagé sur la création de 10 postes. Les créations de postes nécessaires à ces brigades devaient être rendues possibles par la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, la LOPMI, promulguée le 24 janvier 2023. Or, dans cette loi, aucune mention n'est faite sur des effectifs supplémentaires affectés à ces mêmes brigades. Malgré les promesses du gouvernement, aucune brigade de sécurisation des transports en commun ne s'est à ce jour matérialisée au Mans, alors que 14 villes sur 37 en disposent déjà, en plus de Nice et de Saint-Étienne. Madame la ministre, cette absence suscite de vives interrogations. Où sont donc les 10 postes supplémentaires promis et affectés à la nouvelle BSTC pour la ville du Mans? Pouvez-vous me préciser les raisons de ce retard et m'indiquer quel est désormais le calendrier prévu pour la mise en place effective de cette unité et l'affectation des 10 postes supplémentaires promis? Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Thierry Cozic, ce gouvernement reste évidemment déterminé à poursuivre le renforcement de la sécurité des transports en commun et de contrôle des flux afin de répondre aux besoins de sécurité des usagers. La sécurité des transports en commun est une composante incontournable de l'action des forces de l'ordre et elle est pleinement intégrée dans les doctrines d'emploi. D'abord, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a demandé au préfet d'y être attentif dans les plans d'action départementale de restauration de la sécurité au quotidien qui vont progressivement monter en puissance. Et dans ce domaine, comme dans bien d'autres, le continuum de sécurité est fondamental. Les exploitants et les services de sécurité, les autorités organisatrices de transport, les polices municipales ont chacun leur rôle à jouer. La proposition de loi d'ailleurs relative au renforcement de la sûreté dans les transports, initiée au Sénat fin 2023, devrait à cet égard offrir de nouveaux outils. La sécurité dans les transports en commun est renforcée par de nombreuses conventions avec les opérateurs, vous le savez. Et par ailleurs, les moyens humains ne sauraient être la seule réponse. De nombreuses autres voies sont à développer. Moins de bureaucratie, moins de procédures, moins de charges indues, moins d'impunité, etc., etc. Autant de domaines sur lesquels nous avançons. J'en viens à votre question précise. Avant toute chose, je tiens à vous assurer de la mobilisation des fonctionnaires de police du Mans, auquel je fais allusion évidemment. Dans le département de la Sarthe, une progression de 25% d'heures de mission des forces de gendarmerie dans les réseaux de transport sont comptabilisées en 2024 par rapport à 2023, témoin de l'importance que nous y portons. Ce travail porte ses fruits puisque l'on observe en 2024 une baisse du nombre de victimes et une hausse du nombre de mises en cause dans les transports en commun. Alors faut-il créer une unité spécialisée au Mans? La ligne de conduite, monsieur le sénateur, c'est le pragmatisme
pragmatisme et la déconcentration. Et nous n'allons pas, depuis Paris, décider si le Mans a besoin d'une nouvelle unité spécialisée. Le projet reste cependant de créer à terme une brigade de sécurisation des transports en commun. Mais à ce jour, toutefois, ce n'est pas la priorité de la direction départementale de la police nationale. Néanmoins, vous pouvez être assuré que sa priorité, c'est la lutte contre l'insécurité dans les transports en commun. Merci. La parole est à la ministre. La parole est à monsieur Jean-Marc Weishausfort. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, habitués aux dysfonctionnements devenus récurrents, les utilisateurs de la ligne ferroviaire Paris-Orléans-Limoges-Toulouse subissent une nouvelle fois le manque de fiabilité qui la caractérise. Ce début d'année 2025 confirme un mouvement délétère pour la vitalité et l'attractivité du département du Lot, avec une nouvelle série de difficultés qui affectent plus particulièrement le sud de la ligne, trains supprimés ou retardés, correspondances non assurées, halls de gare bondés. Cette dégradation devrait se poursuivre puisque la SNCF vient de nous annoncer de nouvelles suppressions de trains, comme c'est le cas chaque mois désormais. Pourtant classée par l'État comme axe d'intérêt national, cette ligne ferroviaire survit avec des engins de traction de 30 à 40 ans d'âge, affichant parfois 10 millions de kilomètres au compteur, sur des infrastructures qui présentent un défaut manifeste d'entretien. Aux difficultés techniques dues à un sous-investissement chronique s'ajoute une pénurie de personnel, le nombre d'agents de la SNCF est en constante diminution, tandis que les besoins nécessaires pour compenser les défaillances techniques et les pannes de locomotives ne cessent d'augmenter. La modernisation de cette ligne historique n'est plus une option, mais un impératif pour les 4 régions traversées et les 5 millions d'habitants concernés. Je salue l'effort mené par l'État sur le projet de modernisation et sur celui de nouveaux matériels roulants. Mais, Madame la Ministre, quelles mesures concrètes envisagez-vous de prendre pour assurer un niveau de service acceptable d'ici à la modernisation effective de la ligne POLT et à la livraison des rames oxygène en 2027 ? Cette demande vaut aussi pour nos concitoyens confrontés aux mêmes difficultés sur la ligne Paris-Clermont. Nos territoires ruraux doivent être écoutés et respectés, et manifestement les priorités du gouvernement pour ces axes ferroviaires ne semblent pas toujours être celles que nous défendons. Je fais référence ici à la décision qui vient d'être annoncée par le ministre des Transports d'ouvrir la ligne à la concurrence. Madame la ministre, je le dis une nouvelle fois avec gravité dans cet hémicycle, Merci. nous ne résoudrons jamais à ce que le département du Lot et les territoires traversés par la ligne POLT soient le bagage oublié des gouvernements. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jean-Marc Weishausfort. Mon collègue Philippe Tabarot m'a chargé de vous répondre sur cette question importante. Et je vous confirme que l'État, en tant qu'autorité organisatrice, est pleinement mobilisé pour améliorer durablement la qualité de service sur la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. L'État a engagé un programme d'investissement sans précédent de 1,9 milliard d'euros pour la période 2018-2027 pour la régénération et modernisation de la ligne. Ces travaux, qui avancent conformément au calendrier prévu, permettront évidemment d'améliorer significativement la régularité et les temps de parcours. Par ailleurs, nous avons investi 400 millions d'euros dans l'acquisition de 28 nouvelles rames oxygène qui remplaceront progressivement le matériel actuel à partir du printemps 2027. Aussi, concernant les perturbations actuelles, la SNCF a lancé un plan d'action qui a déjà permis d'augmenter la régularité de près de 8 points par rapport à 2023, avec 83% des trains arrivant à l'heure. S'agissant des travaux prévus entre Boisseau et les Aubrais de fin août 2025 à janvier 2026, ils sont indispensables pour atteindre nos objectifs d'amélioration et nous avons veillé à maintenir des relations directes avec Paris, y compris pour Brive et Cahors, avec des compositions renforcées pour limiter la gêne pour les voyageurs. Je tiens également à vous préciser que le schéma directeur prévoit à partir de décembre 2027 le passage à 11 allers-retours quotidiens, dont 2 rapides Paris-Limoges, permettant de réduire le temps de parcours à 2h52. Soyez assuré, monsieur le sénateur, que l'amélioration de la ligne POLT est une priorité du ministère des Transports. Je vous remercie.